je pense pas compris. Mais qui m'a fait bizarre, c'est que vous étiez dérangé par la fierté. Je comprends dans la mesure où c'est la fierté par rapport à quelque chose que finalement on n'est pas, mais par rapport à quelque chose qu'on mérite. Mais je trouve que c'est important d'être fier de qui on est et d'être fier, de vouloir que d'autres soient fiers de ce qu'ils sont aussi. Parce que c'est ce qui nous construit aussi. Oui, alors après, toujours pareil, hein, je l'ai dit, je l'ai bien précisé, être fier de quelque chose pour lequel on n'a pas forcément, on n'a aucune prise, ça n'a pas de sens. Si je suis fier d'être français, comme je l'ai dit, hein, si j'étais né en Belgique, je serais belge. Donc il n'y a pas de sens d'être fier de ça. En revanche, après, fier d'avoir eu des diplômes, fier d'avoir... j'étais un sportif, donc j'ai gagné des titres, fier de mes titres, c'est autre chose. C'est quelque chose, voilà, je me suis battu pour les avoir. Voilà. Cette fierté, elle est... Même si, franchement, après c'est que mon avis, hein, mais c'est ça. Même le dire, je suis fier d'avoir gagné des titres, ou je suis fier d'avoir... Voilà, c'est quelque chose qui... Après, je pense que c'est quelque chose qui a attrait à chaque personne. Moi, je pense que l'estime de soi, c'est important. L'estime de soi, on peut l'avoir... alors, moi, c'est mon avis, encore une fois, pas forcément à travers la fierté. Juste se réjouir de ce qu'on a fait, se réjouir de son parcours, se réjouir de ce que mes parents m'ont inculqué comme valeur, par exemple. Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles je suis très attaché. Après, c'est juste le mot, c'est fier. C'est la sémantique, en fait. Exactement. Tant que ça écrase pas les autres. Voilà. Mais à un moment donné, je pense que on a dit ça par rapport à peut-être fier de qui je suis. C'est quelque chose que je n'avais pas ressenti forcément avant. Et je n'avais pas forcément ce moment, en fait. Et puis un jour, mon fils a eu un accident. Ça s'est passé chez mes parents. Enfin, chez ma maman et puis avec mon frère. Et il y a eu beaucoup de difficultés, etc. Et de fait de leur culpabilité, en fait, ils avaient besoin d'écraser le papa, enfin de mon fils, hein, et de m'écraser, et d'écraser leur bien. Enfin, et c'est là où je me suis rendu compte que c'était important d'être fier de qui on était, en fait. Pas forcément par rapport à des choses qu'on a gagnées ou autre chose, mais oui, je suis comme ça, et t'as pas besoin parce que ça te convient pas, ou quoi que ce soit, ou parce que ce que je fais, je suis comme ça, il va falloir que tu m'acceptes comme je suis, tu dois devoir accepter aussi chacun comme il est. Parce que finalement, du coup, notre enfant, il était différent, il avait un traumatisme crânien grave, il n'était plus comme avant. Et il fallait l'accepter comme il était. C'était plus le même enfant. Et ça a été très difficile. Et du coup, il fallait aussi qu'ils acceptent que nous, on avait changé notre éducation aussi, parce qu'on n'avait plus le même enfant, on changeait notre éducation par rapport à ça. Oui, je comprends, mais c'est vrai que là... Après, pour moi, c'est valable, je pense, pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'on est qui on est, c'est important à un moment de rester cette histoire aussi. Oui, mais je pense que c'est... la notion de fierté, voilà, après on a traduit chacun un peu comme... Ça nous est propre, je pense, à notre avis. Moi, vous voyez, par exemple, moi, cette notion-là, comme je vous dis, je me réjouis. Hein, par exemple, je ne vais pas dire que je me réjouissais d'être... je me réjouis que j'ai été homophobe ou raciste, et je ne vais pas me réjouir de ça, mais je me réjouis de mon parcours. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, hein, c'est toujours pareil. Là, pour le coup, quand vous en parlez, il n'y a pas de... Vous écrasez pas les autres. Votre fierté, la fierté que vous mettez en avant, elle n'écrase pas les autres. C'est une fierté qui vous est propre par rapport. Mais par contre, si je dis je suis fier de mon parcours, même si je me réjouis, même si si demain j'ai un jeune qui est en face de moi, qui lui a un parcours chaotique, qui lui a une estime de soi très minime, j'ai peur moi de l'écraser. C'est vrai, j'ai peur. Il y aura d'autres choses, c'est-à-dire peut-être qu'il y aura un parcours chaotique, et peut-être qu'à l'intérieur de ça, il aura des réussites dont il ne se rend pas forcément compte. Bien sûr, mais peut-être qu'à l'instant T, quand il va être en face de moi, peut-être que ma réussite va le renvoyer sur ses échecs. C'est ça qui est un peu... C'est pour ça que les mots parfois sont importants. Mais par contre, quand vous le dites là, par rapport à votre histoire, là il n'y a rien, il n'y a pas vous écrasez personne. Parce que c'est une fierté qui est propre à votre histoire et surtout qui est rattachée quand même à un événement. Donc je trouve que c'est assez... cette fierté-là, moi, je la reçois avec bienveillance. Vous voyez, la différence. Moi, je l'ai reçue avec bienveillance, très honnêtement.
Mais parfois, il y a des fiertés qui peuvent, franchement, hein, c'est mon avis, encore une fois, je suis pas... c'est que chacun, comment on traduit un peu... mais comme je l'ai dit, hein, une fierté qui n'écrase pas les autres, moi, elle ne me dérange absolument pas. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, alors comment vous faites pour accepter, en fait, les personnes qui sont homophobes, racistes, et qui refusent justement de modifier leur trajectoire, parce que c'est quand même quelque chose... Alors, je veux bien entendre que ce soit par rapport à une trajectoire, mais on voit vraiment des gens qui refusent, qui ne sont pas du tout ouverts et tout. Et c'est quand même compliqué. Donc, parce que c'est des gens qui sont dans une certitude. C'est-à-dire que c'est des gens, j'en ai rencontré, hein, j'en ai vu beaucoup. Hein, dans ma famille, dans ma propre famille, j'ai des homophobes, j'ai une sœur qui est homophobe, j'ai des copains qui sont homophobes. Ouais, j'ai envie de dire, c'est compliqué. Ça c'est clair, mais précis. Après, la question c'est, moi j'essaie toujours de discuter, alors après c'est toujours pareil, hein, je ne vais pas, ça sera un peu compliqué d'en faire des amis, je vous le dis très honnêtement, j'essaierai toujours de faire changer, et franchement, j'y arrive quand même, pas tout le temps, parce que malheureusement il y a des gens qui sont vraiment dans leur certitude, notamment par exemple par rapport à la religion. J'ai rencontré des jeunes qui sont arc-boutés sur leur certitude par rapport à la religion, et je ne peux pas les bouger, le curseur ne peut absolument pas bouger. Pour autant, le pire, ce serait de les isoler et de les rejeter de la même manière, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas répondre au fait qu'on soit différents, qu'on n'ait pas les mêmes points de vue, ou les mêmes idées, la même idéologie. Je ne vais pas pour autant leur fermer la porte, c'est-à-dire que je resterai toujours pour essayer, ne serait-ce que si à un moment donné la certitude vacille un peu, si je peux être là pour essayer de semer un peu plus, d'ouvrir un peu plus une brèche dans cette certitude, je vais le faire. Après c'est compliqué, vous savez, on ne peut pas changer tout le monde. Pour autant, vous savez, si demain un raciste, un homophobe, je vais le voir dans la rue en souffrance, ou si je peux l'aider, j'irai quand même. Vous voyez, c'est dire que je veux pas leur ressembler, ça c'est sûr. Et si je peux, tant que je pourrais les aider, j'essayerai jusqu'au bout. Ça reste compliqué. Après, on ne peut pas changer tout le monde, malheureusement. C'est le fait de ne pas accepter leurs idées ne veut pas dire que je les rejette. Je les rejette. Mais c'est dur, hein. Comme je l'ai dit, hein, quand j'ai rencontré, ça pique. Hein, on entend des trucs. Parce que parfois, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai rencontré des gens où, comment dire, par exemple sur les races, ils vous amènent des idées autour de la science, en vous disant mais c'est la science, hein, qui dit voilà, ils sont moins intelligents, ils sont moins ceci, ils sont moins cela. Quand vous entendez une personne qui dit qu'en prison il y a plus d'arabes que de français ou traditionnellement français ou français sur plusieurs générations, alors que les fichages ethniques sont interdits en France. Vous voyez, puis bon, c'est quelqu'un de structuré, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un... Mais voilà, mon père disait toujours, avec un homme on ne fera pas un cheval de course. Voilà, donc, même si on lui taille les oreilles, ça ne pourra pas. Et à un moment donné, quand quelqu'un choisit volontairement de rejeter les autres, je ne peux pas. Ça reste difficile, ça reste extrêmement difficile. Mais je peux le voir, moi je le vois par rapport à la religion, vous savez, quand on discute à travers. La religion, c'est un peu différent. Je trouve que la religion, c'est une croyance. Et c'est vrai qu'on a des personnes quand même qui rejettent tout. Et je trouve que par rapport au racisme et l'homophobie, où là, voilà, il n'y a pas cette croyance. Enfin, c'est une croyance qui est différente, quoi. Vous savez, j'avais fait une émission qui s'appelle Gaycation. Et on pouvait la trouver sur Internet. Et c'est une émission américaine, ça avait été tourné à Paris. Et j'étais intervenu en banlieue auprès de jeunes, donc issus de quartiers populaires. Et à un moment donné, il y a une jeune fille qui vous pouvez le voir sur la vidéo, qui dit je préfère avoir un enfant mort qu'homosexuel. Vous prenez ça en pleine face. Alors, pour une petite histoire, en plus, dans le groupe de jeunes, il y avait quelqu'un qui était homo, qui était là, qu'on avait installé exprès, qui après a dévoilé son homosexuel aux autres. Voilà, on avait prévu, hein, c'était un truc qui était prévu. Mais
Cette jeune fille me dit ça, comme ça, naturellement. Et elle n'avait pas d'enfant, bien évidemment. Elle était jeune. Mais vous pouvez l'entendre de quelqu'un qui a des enfants, vous pouvez l'entendre. Hein, je ne serais absolument pas étonné. Enfin, je sais même que des personnes partagent un peu ça en disant que c'est tellement la honte d'avoir un fils homo que je préfère que, voilà, quitte à choisir, je préfère. Vous voyez, c'est dire, évidemment, c'est dire que c'est extrêmement compliqué quand on a cette jeune en face de soi et qu'on se dit mais wow. Donc après moi bien évidemment j'ai déconstruit son idéologie en disant mais tu sais tu vas élever un enfant, tu vas le nourrir, tu vas le faire grandir, tu vas l'aimer comme personne ne peut aimer un enfant. Et arrivé à 20 ans il va te dire je suis homo et là tout de suite tu vas dire je dis, mais la vie te rattrapera, c'est-à-dire qu'à un moment donné l'amour que tu vas avoir pour cet enfant peut être amené à gommer son choix, c'est tout simplement. Et puis d'ailleurs, comme je leur dis tout le temps, vous savez, qui s'est levé un matin en se disant tiens, moi, je décide d'être hétéro? Personne. Personne se lève un matin en se disant moi, je choisis d'être hétéro. Et je leur dis pour les homosexuels, c'est pareil. Ils ne se lèvent pas un matin en se disant voilà, même si c'est extrêmement difficile. C'est difficile d'être homosexuel en France. Franchement, hein, c'est triste, hein, c'est vraiment triste pour notre société, même si c'est moins difficile qu'en Égypte. Mais ça reste difficile. Ça reste difficile dans un pays comme le nôtre. Mais après, ça reste compliqué quand vous avez en face de vous, je vous dis, hein, quelqu'un qui a des idées, par exemple, quelqu'un qui avait des idées nazies, je crois que ça m'est arrivé une fois avec un gamin, un jeune que j'avais reçu dans mon bureau, et c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement dur. Vous voyez, ce jeune m'avait dit, je me souviens, il m'avait dit, quand vous allez au Mexique, vous voulez voir les Mexicains, ben, quand vous venez en France, moi j'ai envie de voir des Français. Et alors je dis, Français c'est quoi le Français? C'est blanc, c'est absolument être blanc. Elle me dit oui, le Français c'est blanc. Vous voyez, donc, et c'est extrêmement compliqué après d'aller discuter avec un gamin qui... parce que aussi hein, c'est une réalité. Vous savez, moi, c'est triste, hein, mais là où je me sens le plus français, c'est quand je suis à l'étranger. Quand je vais à l'étranger, je dis que je suis français. Quand je vais à New York, à Londres, je dis que je suis français. La personne à qui je vais dire ça, je vois, mais vraiment, mais c'est puissant, quoi. Je ressens vraiment le sentiment d'être français. Je le ressens, mais puissance incroyable. Parce que là-bas, voilà, quand je dis je suis français, point. Et peu importe ma couleur de peau, peu importe, on me regarde comme un Français. C'est pas forcément toujours le cas en France. Malheureusement, c'est une réalité. Parce que encore une fois, dans le subconscient, dans l'inconscient collectif, j'ai envie de dire, un Français, il est blanc. Un Français, il est blanc. C'est pour ça que je dis, je dis pas Français de souche, moi je dis Français sur plusieurs générations. Vous voyez, je fais très attention à dire voilà, Français. Moi, je suis pas Français sur plusieurs générations, parce que mes parents sont algériens. Et c'est aussi un peu schizophrène, hein, c'est-à-dire que mes parents sont étrangers dans mon pays. Vous imaginez, mes parents sont étrangers dans mon pays. Voilà, mais c'est une réalité aussi. Et mon parcours aussi, parce que dans mon plus grand roman, c'est je pense de la fracture identitaire que j'ai pu vivre, hein, parce que c'est extrêmement compliqué. Moi, c'est quand j'étais chez moi, j'étais en Algérie, quand j'étais plus jeune, et quand je sortais dans la rue, j'étais en France. Et je disais dans mon livre, il me fallait presque un passeport, quoi, pour... je rentrais, on mangeait du couscous, on mangeait des tagines, et je sortais, j'étais en France, je parlais français. Enfin, il y avait un peu cette dualité entre ces deux cultures. On dit toujours la double culture, c'est beau, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Franchement, c'est aussi une vraie galère aussi. Hein. C'est aussi une vraie galère. Franchement, vous savez, on voit toujours ce côté super, ouais, t'as deux cultures, t'es riche. Oui, mais c'est aussi une vraie galère, parce qu'à un moment donné, on a peur. On a peur de renier sa culture d'origine à travers ses parents. Et puis en même temps, on est franchement... Moi, je suis français, quoi. Je veux dire, quand je vais en Algérie, je suis un touriste, hein. C'est pas mon pays. Je suis français, je respire la France, je parle français, je rêve en français, je pense en français. C'est des choses qui sont... c'est notre quotidien, mais voilà, c'est extrêmement important. C'est aussi tout ce qui me rappelle que je suis d'abord et surtout français. J'ai une culture occidentale, française. Donc c'est important aussi de le rappeler. Et quand on a les deux cultures, on a toujours peur de renier la culture d'origine et
de faire du mal aux parents aussi, d'une certaine manière. Aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que si on était ici c'était peut-être qu'on était convaincus et que les sceptiques n'étaient pas là. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire par rapport à votre parcours, justement à vos voyages sur ces thèmes-là, est-ce que vous pourriez nous citer 2-3 petites actions citoyennes dont vous auriez entendu parler et qui aient pu favoriser justement le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre? En fait, c'est assez incroyable, mais il faut aller là où on nous attend pas, en fait. C'est par exemple essayer d'aller dans des endroits où, je prends un exemple très concret, mais moi je peux aller assez facilement dans un club de foot où je sais que il y a quand même des tendances un petit peu de racisme, ou en tout cas il y a des préjugés qui sont forts et importants, et donc je vais demander à aller intervenir en club de foot sous un prétexte autre. Hein. Je ne vais pas venir en disant je viens parler de la lutte contre le racisme, non. Je vais venir parler de mon parcours de sportif par exemple, où j'arrive avec un faux motif, et puis derrière j'embraye sur justement ça, et après il faut le faire subtilement. Mais voilà, là ça marche, parce que si on vient avec ces gros sabots en disant je viens parler de lutte contre le racisme, il faut être sûr que personne ne va être là. En revanche, si vous voulez parler d'autre chose, une thématique qui va rejoindre, en tout cas qui va intéresser les personnes, là on va réussir à les toucher. Ou alors parfois dire voilà, il y a une personne qui va venir, on ne donne pas son nom, on ne dit pas qui c'est, puis quand il me voit, et puis voilà, et c'est un peu, voilà. Vous êtes souvent obligé de ruser comme ça ça m'arrive. Puis c'est bien aussi parce que tout de suite la surprise est là, et parfois on arrive à moi surtout avec les jeunes, j'arrive franchement je les mets en confiance, je les mets à l'aise. Comme par exemple ici, je pourrais vous dire, il n'y a aucun sujet tabou. On parlait de tout, c'est vrai d'ailleurs. Hein. Et moi, j'arrive avec ça en disant, vous pouvez parler de tout. Et je travaille beaucoup sur les préjugés. Quand je dis aux jeunes, par exemple, qu'est-ce que vous pensez des jeunes des cités? Puis là, vous avez la totale, c'est des banlieusards, c'est des dealers, c'est des voleurs, c'est des racailles, vous avez tout. Et après, je leur pose la même question, j'en ai mais les jeunes des cités, qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Ah bon, on est des bouseux, on est des paysans, on ne sait pas s'habiller, tout simplement. Est-ce que ce qu'eux pensent de vous, est-ce que c'est vrai? Ah non, monsieur, non. Vous, ce que vous pensez d'eux, est-ce que vous pensez que c'est vrai? C'est-à-dire que j'arrive tout doucement, mais voilà, je ruse. Ouais. Mais la ruse, c'est bien dans la communication. Bien sûr. Tout ça, ça n'est que communication. Exactement. Par tous les moyens possibles. Ouais, c'est ça. C'est ruser pour essayer d'atteindre la cible et d'essayer tant bien que mal de passer le petit message qui va peut-être à un moment donné toucher la personne. Et j'ai fait un jeu d'intervention dans un collège de mémoire, collège catholique. Donc j'avais fait mon intervention. Et j'avais pas dit, j'ai bien parlé du vivre ensemble et tout. Et là, par contre, je me suis défoulé sur l'homophobie. J'y suis allé à fond. On ne m'attendait pas forcément sur ce sujet. Mais je me suis fait plaisir en disant, l'homosexualité, enfin tout ce que je vous ai dit, c'est pas choisi, c'est pas quelque chose qui, c'est quelque chose qui en nous, comme vous êtes hétéro, on est homo de la même manière qu'on est hétéro. Et donc je fais mon truc et tout, et à la fin, il y a un petit jeune qui est venu me voir et qui m'a dit, monsieur, il m'a dit, ça m'a fait du bien ce que vous m'avez dit. Et j'ai dit, ah bon, tant mieux, parce qu'elle me dit, je suis homo, mais personne ne le sait. Même mes parents, j'ose pas leur dire. Voilà. Et il m'a dit, vous êtes la première personne à qui j'en parle. Franchement, ça m'a touché, mais ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien. Et en même temps, je lui ai dit, ouais, mais après, fais attention. Vas-y, mollo, parce que pareil, si après il était en confiance et qu'il commençait à aller dire à ses copains, ça peut être aussi après très traumatisant. Donc en lui disant voilà, moi je me rappelle, je lui avais dit, tu n'as rien fait de mal, tu n'es pas quelqu'un qui est pas bien, ou non, au contraire, voilà. Tu es ce que tu es et assume-le, mais le temps va te permettre. Grandis, mûris, et tu vas pouvoir affirmer après aussi, auprès de tes parents, et tout le monde. Voilà, ça l'a fait avancer, quoi. Ça l'a fait avancer. En tout cas, j'ai été la première personne, il a pu le dire. Et à un moment donné, je crois que, vous savez, il y a un truc qui disait ça va mieux en disant, quand on peut dire quelque chose, c'est extrêmement. En tout cas, je me souviens que ça l'a vraiment touché, qu'à un moment donné, d'entendre quelqu'un dire du bien des homosexuels, tout simplement, parce que
parfois je suis sûr que on entend tellement de mal que ça on l'isole un peu plus, quoi. Si tous ses copains. Vous savez, mon fils m'a raconté un jour, il était avec un copain qui est homosexuel, et d'autres copains étaient là. Donc, par contre, personne ne le savait qu'il était homosexuel. Et il entend, ouais, vas-y, on n'est pas des PD. Et mon fils a tout de suite corrigé en disant, tu parles pas comme ça, pourquoi tu dis on n'est pas des PD? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire on n'est pas des PD? Ça veut dire que, d'abord, la sémantique de PD, pédéraste, enfin, tout ce qui va derrière. Et il a tout de suite corrigé. Et c'est important, c'est franchement important, parce qu'imaginez et ça, malheureusement, on l'entend partout. Moi, parfois, je fais des repas avec des copains et je l'entends. On l'entend tout le temps, on n'est pas des PD, on l'entend tout le temps. Mais il faut imaginer que s'il y a un homosexuel dans le groupe, la violence que ça peut être d'entendre ça. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important aussi d'aller là où on ne nous attend pas. Est-ce qu'il n'y a pas un autre angle d'attaque par le l'interculturel, le culinaire et tout ça, connaître la culture de l'autre ou des autres? J'ai un exemple tout récent là, il dit à l'hôtel qui reçoit les demandeurs d'asile, le gérant a été étonné parce qu'il me dit il demande à ce que je réchauffe la salade, si on ne la mange pas de la salade avec l'huile. Et bien c'est certain, on lui demande de réchauffer la salade. Donc ça nous choque tout, mais bon, après si on connaît ce pays, je sais pas, peut-être que c'est comme ça chez eux, moi j'ai la salade chaude. C'est aussi parce que voilà, c'est culturel, c'est nos représentations. Ah oui. Mais de toute façon, tous les angles sont bons, hein. La musique, l'art, l'écriture, enfin, tous les angles sont bons, tous les angles sont bons pour, entre guillemets, s'ouvrir. Je disais tout à l'heure, hein, la méconnaissance de l'autre favorise le rejet. Je pense que c'est extrêmement important d'aller découvrir l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre, parce que ça va nous faire naturellement changer. Parce que l'autre, en fait, c'est d'abord une personne. Quelle qu'elle soit, mais c'est d'abord une personne. Et la rencontre permet justement de décloisonner un peu les représentations qu'on peut avoir et de voir en l'autre un être humain avant toute chose, quoi. C'est ça qui est important. Mais après, c'est sûr que tout le monde n'a pas cette facilité à aller à la rencontre de l'autre. Et puis, vous savez, on a toujours tendance à dire, nous, on est un peu, globalement, en règle générale, on est toujours méfiant, on a toujours cette méfiance en disant, tiens, vous savez, quand, si, je dis n'importe quoi, mais je vais caricaturer, mais si, à une époque, les vendeurs de tapis, quand ils tapaient, les vendeurs de tapis marocains, quand ils tapaient dans les maisons, tout de suite, on les voyait comme des voleurs. Il y en a encore. Et ben, malheureusement, on les voit parfois comme des voleurs, parce que c'est aussi culturel d'avoir. Et il faut aller au-delà. C'était comme par rapport aux gitans, les voleurs de poules. Bien sûr, les gens du voyage, encore aujourd'hui, hein, je veux dire, quand ils arrivent dans une commune, tout le monde, attention, ils sont là, on va se faire cambrioler, on fait tout de suite des associations à travers toujours les préjugés. Malheureusement, il y a quand même des faits, malheureusement. Je l'entends hier à une caisse, malheureusement, j'ai la caissière qui a eu le cas, elle est en pleurs. Mais c'est toujours pareil. Hein. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai des boxeurs, donc j'ai beaucoup fréquenté la communauté des gens du voyage, je les ai beaucoup fréquentés. Et franchement, beaucoup de ceux que j'ai fréquentés, c'est beaucoup des boxeurs, hein, et franchement, c'était des bosseurs, c'est-à-dire qu'ils travaillaient, ils allaient prendre du cuivre pour aller le vendre. Enfin voilà, c'était des travailleurs, et c'était pas ce qu'on peut imaginer tout de suite. On les imagine voleurs, cambrioleurs. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, les préjugés sont toujours faux. Donc il y a des personnes des voyages qui peuvent être amenées à. Peut-être il y en a, c'est des voleurs, c'est sûr. Mais comme il y a des voleurs dans toutes les communautés, dans toutes les. Mais après, voilà, c'est comme c'est dommage, parce que bon, honnêtement, quand il y a un fait présent, ça arrive. Bien sûr, après, en fait, le fait en question, ce que vous dites, hein, ça va alimenter notre préjugé, ça va renforcer notre préjugé. Je pense à la caissière, ça va l'augmenter. Hein. D'ailleurs, les caissières à la caisse, ils ont dit, pas la peine de vous représenter dans le magasin. Ouais.
Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette caissière, peut-être cette caissière, ses préjugés vont être renforcés par ça. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, une trajectoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans sa vie, il y a un événement qui va alimenter son préjugé ou son rejet d'une communauté. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que c'est important d'avoir un comportement exemplaire, dans tous les cas. Ça, par contre, vous voyez... Pour éviter de ne pas tomber dans les préjugés. Par contre, vous voyez, là, moi, je vais mettre un petit bémol. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le comportement exemplaire, ça veut dire qu'à un moment donné, parce que le comportement exemplaire, on va l'exiger à qui? On va l'exiger aux minorités en général. C'est-à-dire que pour être un maghrébin comment dire, respectable, il faut s'appeler Zidane. Je caricature, je force le trait. Bon. Mais vous savez, c'est simple. Moi, je suis directeur de structure et tout. Quand je me fais arrêter ou quand je pars, j'ai tout de suite droit au respect. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je crois que ma manière de parler, ma manière de me présenter fait en sorte que, voilà, tout de suite. En revanche, si, alors sans être condescendant, bien évidemment, sans être condescendant pour les métiers, tous les métiers sont nobles. Ça, je suis absolument, en tant que directeur de local, je le dis tout le temps. En revanche, vous pouvez être sûr qu'un maghrébin qui est maçon ou qui est agent de sécurité va avoir peut-être moins, en tout cas va attirer moins de respect que moi, par exemple. Et moi, l'exemplarité, ça me gêne. Vous voyez, on prend toujours un exemple. On essaie toujours de viser l'excellence. Zidane, Jamel Debbouze, j'en passe, c'est les meilleurs. Et c'est un leurre. Pour moi, un jeune qui a réussi, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit maçon, qu'il soit soudeur, il a réussi. Peu importe. Pourquoi toujours viser? Mais malheureusement, chaque fois lorsqu'on veut viser la réussite par rapport à des jeunes issus de l'immigration, on veut toujours viser l'excellence. Tout le temps. Voilà, pour qu'un jeune réussisse, on dit t'as réussi, t'as écrit des bouquins. Bah non, c'est pas avant d'écrire des bouquins, je pense que j'avais réussi. C'est pas écrire un livre qui fait que écrire un livre et devenir champion du monde de foot, c'est pas le seul vecteur de réussite. Hein. Et si on met en avant que ces vecteurs-là, on leurre les jeunes, on les leurre. La réussite, c'est dit honnêtement. Oui, bien sûr. Vivre honnêtement, humblement, mais honnêtement. Exactement. Ouais, je pense que. Oui, non, mais c'est ça, c'est vivre honnêtement, dans le respect de l'autre, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que ça peut aussi permettre à des jeunes de. Si on vise la réussite avec ces éléments-là, je trouve que c'est plus riche que de leur dire faut que tu deviennes champion du monde ou que tu écrives un bouquin. Parce que dans un ou deux, mais c'est pas tout le monde. Et on les leur. Si on leur dit ça, on les leur. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important. Oui. Moi, je me trouve super optimiste. Je suis un humaniste optimiste, comme Camus. Voilà. Et du coup, quand j'entends tout ce que vous dites, au regard de votre posture, de vos points de vue, certainement une expertise un peu affinée de la relation humaine, mais je pense à des avocats noirs, un avocat noir qui s'est fait lapider sur les trottoirs à Paris. Il n'a pas eu le temps de dire qu'il avait fait ses études de droit, quoi. Donc voilà, c'était ça que je... Non, mais c'est une réalité. Je veux dire, la discrimination, elle existe, elle est encore présente. Et vous savez, moi, je vous donne une anecdote. Hein. Je travaillais je venais d'avoir un poste à la NPE comme conseiller. Et un jour, je suis invité par une entreprise travail temporaire, je ne vais pas la citer, parce qu'ils faisaient une inauguration de leurs nouveaux locaux. Et donc, il était 18h. Donc, je vais dans l'inauguration. J'étais en plus très bien habillé. Comme ce soir, par exemple, j'étais costard, cravate, et donc je vais à cette inauguration. Et quand j'arrive, il y a une dame qui arrive en vitesse comme ça, devant moi, elle me dit on est fermé, on est fermé. On est fermé, on est fermé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle n'a pas pensé, ne serait-ce que 5 secondes, que je venais, et j'ai été invité. Et là, je lui dis Abdelkader, je suis conseiller à la NPE, vous êtes venu représenter la NPE. Bon ouais, vous voyez, c'est vous dire, c'est une réalité, malheureusement c'est une triste réalité, et c'est sûr que, encore aujourd'hui, la discrimination est présente. La discrimination, elle touche, alors bien sûr, elle va toucher beaucoup de gens, les personnes qui sont d'une autre couleur de peau,
les personnes âgées, les plus de 50 ans. Les plus de 50 ans sont aussi souvent malheureusement victimes de discrimination. Oui, les personnes âgées, excusez-moi. Je me suis fait, vous savez, je me suis fait lyncher, j'ai 47 ans. Bon, je me suis fait lyncher quand j'ai écrit Cœur malade, parce que j'ai dit que Hubert, le vieil homme, enfin il a 63 ans, un truc comme ça, on m'a dit, mais attends, à 63 ans, on n'est pas rien. Bon. Mais en fait, ce qui est important, c'est que dans le regard des jeunes, on est toujours très vieux. Quoi. Donc, c'est ça qui est assez marrant. Voilà, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, je vais avoir un discours sur un peu décalé. La discrimination, c'est pas forcément que par rapport à la couleur de peau, ou par rapport à la religion, ou par rapport à la... Non, il y a 19... Je pense qu'on en a tous des différences, et même nous, on discrimine, quelque part, il y a des personnes qu'on apprécie moins, des façons de faire qu'on apprécie moins. Et du coup, on ne va pas vers ces personnes-là, et on ne va pas les comprendre. Travailler dans une entreprise où on m'a expliqué, de toute façon, ici, on est tous racistes, et si tu ne penses pas pareil, ça n'ira pas, quoi. Et effectivement, ça peut être, et puis je vais pas partir. Mais voilà, c'est une réalité. Après, il y a plein de cas de discrimination. Vous avez discrimination parce que vous êtes de tel parti politique, parce que vous êtes homosexuel. Enfin, il y a 19 cas comment En situation de handicap. En situation de handicap, de grossesse. La grossesse aussi. Je ne vais pas tous les citer. Les femmes, les jeunes. Non, je ne vais pas tous les citer. Les lieux d'habitation. Enfin, il y en a beaucoup. La catégorie sociale. Mais ce qui est important, c'est que, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, on est un peu tous racistes, on peut être aussi tous un petit peu tous discriminants. Après, bien sûr, on ne doit pas l'accepter. La discrimination, c'est quand même un délit, comme le racisme, c'est un délit, et on se doit de ne pas se laisser faire. C'est extrêmement important, même si ça reste extrêmement difficile. Parce que, vous savez, moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes, moins jeunes d'ailleurs, qui ont été discriminés, et en règle générale, ils ne veulent jamais, mais c'est très rare, quand ils acceptent d'aller d'entamer une procédure judiciaire. Parce que c'est long, parce que c'est difficile, mais en même temps, parce qu'il faut... Non, la charge de la preuve revient à la personne qui est discriminante. C'est-à-dire que si moi demain je suis discriminé, si je poursuis mon discriminant, c'est au discriminant de prouver qu'il ne l'est pas. Vous voyez ? La charge de la preuve, en fait c'est en 2006 que la charge de la preuve a changé. C'est quelque chose, c'est quand même important quand même. Parce que, et ça va changer. Ouais, non, ça ne changera pas, ça restera toujours difficile. Vous savez, si on veut discriminer, n'importe quelle entreprise qui veut discriminer, elle peut y arriver. C'est assez facile, très franchement. Dire que vous prenez 10 CV, vous recevez, si on discrimine par exemple sur la couleur de peau, vous recevez 2 Maghrébins, 3 personnes issues de l'immigration, qui ne sont pas issues de l'immigration française sur plusieurs générations. Voilà, et je les ai reçus, puis celui qui s'est avéré être le meilleur, c'est telle personne. Point. Après, ça reste effectivement compliqué. On peut toujours, c'est toujours possible de prouver la discrimination, même si ça reste difficile. Après, le processus de discrimination, quand même, pour celui qui le vit, c'est extrêmement ravageur. C'est-à-dire que, soit on prend un coup, et puis après, vous savez, j'ai vu moi des jeunes s'auto-censurer parce qu'ils savaient que dans telle entreprise on discriminait, donc ils n'envoyaient plus de CV. Et malheureusement, ça arrive souvent. Et quand on fait ça, eh ben, on enlève toutes les chances possibles de pouvoir poursuivre le discriminant. Et après, je prends un autre exemple. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais sortir en boîte. Je ne suis pas sorti souvent en discothèque parce que je suis du nord de la France. Et une fois, je me souviens, j'ai pas réussi à rentrer dans 5 boîtes de nuit. Et au bout de la 5e, on m'a demandé ma pièce d'identité. Et c'est dans une ancienne pièce d'identité. Et j'ai refusé de la donner, bien évidemment. Et ce jour-là, j'ai refusé. Je me suis dit, ça y est, j'arrête. Je ne vais plus en boîte de nuit. Parce que j'avais tellement vécu. Vous savez, se faire discriminer pour un emploi, déjà, c'est extrêmement difficile. Mais quand on est discriminé, alors qu'on veut donner son argent,
mais c'est normal, vous êtes boxeur. Vous imaginez? Ouais, mais là, on est sur le préjugé. Vous êtes déjà dans les affiches, vous êtes péré automatiquement par le gars. Mais là, on est encore dans le préjugé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur le délit de faciès. Ils ne sont pas rentrés les boxeurs. Mais on est dans le délit de faciès alors. Là, on est dans le délit de faciès. Vous voyez comme quoi. Mais voilà, en tout cas, les boîtes de nuit, ça fait quelque chose. À l'entrée, il apprend tout par cœur. Donc, il apprend par cœur tous les visages qu'il ne faut pas dans la boîte de nuit. Ouais, mais encore une fois, c'est de la discrimination, parce qu'on est sur un délit de faciès. Mais bon, moi, je ne rentrais pas, mais il y en a beaucoup d'autres qui avaient plutôt un physique plaisant, qui rentraient pas non plus. Ouais, non. En boîte de nuit, c'est simple. En fait, non. vous cumuliez les mandats, Par exemple, il y avait un handicap. Non. Et il y en avait un autre. Enfin, souvent, vous savez pourquoi les maghrébins ne rentrent pas beaucoup aussi en boîte de nuit? C'est réfléchi. Hein. C'est parce qu'en fait, dans l'inconscient collectif, ou en tout cas les gérants de boîte de nuit, souvent, un maghrébin ne consomme pas d'alcool. Et donc, c'est pas intéressant. L'alcool coûte plus cher, donc il ne consomme pas d'alcool, donc c'est pas la peine de le faire rentrer, il va pas dépenser beaucoup, donc c'est pas intéressant. Je voulais dire quelque chose? Non. Mais voilà, enfin, c'est une réalité malheureusement que j'ai pu, en tout cas moi personnellement, rencontrer. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, c'était juste pour ajouter par rapport aux boîtes de nuit, où la discrimination, même par rapport au faciès, n'est pas la seule. Parce que à côté de mon travail, je suis aussi réserviste dans l'armée de terre. Et donc la semaine dernière encore, en allant en boîte de nuit à Clermont, j'avais un sac d'apparence militaire sans parler treillis. Et donc la personne m'a arrêté d'abord, m'a dit « Mais vous êtes militaire ?» J'ai dit « Oui ». Et là tout de suite il m'a dit « Alors attendez, je vais vérifier combien on en a ». Et ils ont commencé à me dire « Vous ne rentrez pas, on a déjà trop de militaires ». C'est entendu ça, je te garantis que je vais arrêter. Mais ça, c'est voilà, encore un cas de discrimination. Quoi. Vous voyez, ça fait partie malheureusement de notre société, même si on ne doit pas l'accepter. Hein, après, on est sur la discrimination positive. Je suis pas adepte de la discrimination positive. La place handicapée, c'est une discrimination positive. Oui, bien sûr. Mais comme par exemple, la parité dans certaines, c'est aussi de la discrimination positive. Si on n'a pas la parité, vous avez rien. Non, on est d'accord, c'est sûr. Quels que soient les sujets. Hein. Tout à fait. Mais après, c'est... Regardez le handicap. Non, mais ça, moi, je suppose le handicap, si on a déjà avec les taxes qu'on met, les employeurs ne recrutent pas l'handicapé. C'est pas des taxes, c'est des contributions. C'est vrai, vous avez raison. Non, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, excusez-moi, j'interromps, mais à un moment donné, il faut de la parité ou de la discrimination positive, sinon on n'arrive pas à faire évoluer facilement la vie. Oui, bien sûr. Après c'est toujours pareil, c'est la difficulté en tout cas, après, moi aussi, c'est mon avis, hein, c'est que, vous savez, si demain j'étais recruté parce que je suis maghrébin, franchement, ça me ferait chier un peu. Vous voyez, c'est juste ça qui m'embête, quoi. Franchement, ça me... Voilà. Puis après, quelle légitimité j'aurais dans l'entreprise et tout ça, Après, c'est perso, hein, mais voilà. Même si peut-être que dans certaines situations, les femmes sont quand même plus nombreuses en France et qu'elles n'aient pas accès à des postes, en tout cas qu'elles soient moins représentées dans les postes à responsabilité, qu'elles soient moins payées 20% de moins dans beaucoup d'entreprises. Ça, c'est juste pas acceptable. Et là, pour le coup, il faut taper du poing parce que c'est juste pas acceptable, quoi. Et vous savez, c'est arrêtez, on se met en grève. Non, mais franchement, c'est assez facile hein, de lutter contre ça, par exemple. Vous savez, dans beaucoup de structures, vous avez des grilles. Vous avez des grilles d'indices professionnels. Et là, en l'occurrence, dans ces entreprises, quand il y a des grilles d'indices professionnels, les femmes et les hommes sont payés pareil. Et donc, oui, parfois c'est... Oui, elles sont payées pareil, mais l'évolution de carrière, c'est pas la même non plus. Parce qu'il y a des arrêts pour les grossesses, parce qu'après, au niveau des carrières, il faut s'intéresser, prendre le temps de faire des choses en plus. Mais moi, en fait, ce que j'ai vu moi, dans cette entreprise, par exemple, dans l'émission locale, si je prends cet exemple, hein, l'indice professionnel augmente chaque année. Alors, si la femme est en arrêt maternité pendant un temps, elle va bénéficier de l'indice professionnel. Après, si elle est en congé, si elle prend
un congé parental. Là, je sais pas du tout, je pense pas. C'est pas partout. Mais voilà, c'est pas partout pareil. Et c'est pour ça que, franchement, si on veut changer les choses, en fait, c'est qu'une question de volonté avant toute chose. C'est pas, c'est parce que on pourrait sortir toutes les excuses du monde. Vous savez, par exemple, quand une femme est enceinte, on monte en directeur, hein, quand on dit voilà, je suis enceinte, moi, je suis toujours content, vraiment. Un comptable de Nabol peut le confirmer. Mais en fait, c'est une grossesse, on peut préparer le remplacement d'une personne qui va avoir un enfant. C'est facile. Le remplacement, ça se prépare, c'est assez facile. On sait quand est-ce qu'elle va s'arrêter, quand est-ce qu'elle va reprendre. Donc c'est facile. Le gars qui joue au foot le dimanche, qui se casse une jambe, là on ne peut pas le prévoir. Vous voyez. Donc c'est pour ça que tous les arguments à deux balles ne tiennent pas en fait quand on regarde la réalité du terrain. Mais sur la discrimination, comme vous parliez tout à l'heure, sur l'accès aux grandes écoles de personnes issues de sociétés, tout c'est quand même des choses assez positives parce que on se retrouve quand même sinon avec, je dirais, les personnes qui rentrent plus par piston, peut-être pas par piston, mais enfin voilà, par des trajectoires, on va dire, donc qui est quand même à un moment donné des places réservées pour des personnes, je ne parle pas, les faits, qu'on soit maghrébin, mais voilà, issus. Des quartiers populaires, par exemple, voilà, c'est toujours bien. Malheureusement, en vérité, c'est que ça devrait être comme ça tout le temps. Je suis d'accord. Voilà. Après, vous avez raison. Maintenant, vous dire que la discrimination, malheureusement en France, elle est inhérente à... Ne serait-ce que, je vais prendre un exemple très simple, les devoirs. Les devoirs à la maison pour les enfants. Vous avez un enfant, les parents n'ont pas fait d'études, sont incapables de l'aider. Moi j'ai... Comment ? Normalement, il n'y a pas de devoir. Ouais, ça, c'est après la loi. Oui, après la loi. Après la loi. Je vous confirme qu'il y en a encore. Mais par exemple, si on prend juste cet exemple, hein, les devoirs, déjà il y a une discrimination. Si on continue, mon fils fait des études à Lyon, donc je paye il a pris un appartement, je paye son appartement, je paye sa voiture, ses déplacements, enfin, je paye tout pour qu'il puisse faire ses études le plus correctement possible. Ma fille va le rejoindre l'année prochaine. Pareil, rebelote, voilà. J'ai les moyens de le faire. Si j'avais pas les moyens, comme beaucoup d'autres personnes, malheureusement. En fait, après les études, c'est pas des études qu'on peut faire. C'est pas les études qu'on veut faire. C'est les études qu'on peut faire. Exactement. Oui. Moi, je mettrais un bémol à ça, oui. Parce que moi, j'ai eu 3 enfants. J'ai financé leurs études. Je n'ai pas eu de bourse parce que nos revenus étaient limites, mais au-dessus de... Bon, ça nous obligeait à payer les études. Donc, mon fils aîné était en fac de droit. Il allait en fac de droit. J'ai payé l'inscription, j'ai payé le logement, j'ai payé les déplacements. Et il avait une petite copine, qui était étudiante comme lui. Elle était en histoire de l'art, elle avait 14 heures à assurer de cours, et elle était boursière au plus haut niveau, puisque la maman était vraiment célibataire. Et bien cette demoiselle, 14 heures de cours, elle n'arrivait encore pas à y aller. Alors, est-ce qu'on donne des bourses pour rester chez soi? J'en sais rien. Voilà. Oui, ça c'est encore un autre cas de figure. Donc, si vous voulez, c'est peut-être un préjugé, mademoiselle. Mais moi, c'est pas un préjugé. Je l'ai mis sur un cas précis. Oui. Mais un cas, c'est pas un cas n'est pas le projet. Mais une chose est sûre, c'est que malheureusement, dans toutes les familles, vous savez, quand vous avez une famille où vous avez 5-6 enfants, franchement, si moi, ne serait-ce que si moi aujourd'hui j'avais 3 ou 4 enfants, je ne pourrais pas forcément pouvoir payer les études pour les 4 ou 5. C'est-à-dire que si mon fils, moi j'habite ici Saint-Jean, Lyon c'est à 1h15, 1h20, de fait, il est obligé d'avoir un logement. Et donc bien évidemment je ne suis pas boursier, mais même si j'avais été... il y a plein de copains amis qui n'ont pas pu forcément... ils ont plutôt choisi Saint-Étienne parce qu'ils habitaient Saint-Étienne et que c'était beaucoup plus simple en termes de finances. Parce qu'après c'est un coût. Par exemple là je paye son abonnement pour prendre le métro et le tram pour l'année, c'est 380 €. Il faut donner 380 €. L'année prochaine, je vais donner pour mon fils et ma fille. Donc, ça a un coût quand même, les études.
J'en suis bien consciente. C'est la première des sélections, je crois. Mon deuxième fils, arrivant 6 ans plus tard, au même niveau de scolarité, a été obligé voulait faire l'école de design à Lyon. Bon, comme financièrement je ne pouvais pas, il s'est contenté de l'école d'architecture à Clermont. Hein? Mais vous voyez, c'est pour ça, je voulais juste donner cet exemple. C'est une réalité, malheureusement. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Mon fils a fait. C'est chose qui rigole. Il y a quand même le côté de pouvoir préserver, même si, et j'entends bien, il faudrait que tout le monde puisse le faire, mais cette discrimination positive, à un moment donné, peut aussi permettre à des jeunes d'accéder à des formations auxquelles ils n'auraient pas eu droit. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est surtout par rapport à ça. Mais après, on va être encore. Comment dire ? Par exemple, vous voyez, à Paris, les jeunes parisiens vont avoir accès les jeunes parisiens, donc les quartiers populaires, vont avoir accès à Sciences Po, par exemple. Il y a des places qui leur sont réservées. Tant mieux. C'est pas, tant mieux. Mais après, encore une fois, on va être dans, comment dire, à nouveau, dans la sélection. Pourquoi nous, les jeunes ruraux, ils n'y ont pas droit ? Par exemple, je vous donne juste cet exemple. Les jeunes ruraux, parfois, ils sont aussi mal lotis parfois que... Mais c'est pas parce que les jeunes ruraux n'ont pas droit que personne... pour retirer ce petit... Non, vous savez, moi je suis un peu pour l'équité. C'est pas le président de la République qui vient de le parler, hein. Bien sûr, donc il n'y aura pas de cité encore. Ça, Moi je suis sur cette terminologie de discrimination positive. Voilà. Comme tout à l'heure, vous avez affirmé sur des petits principes. Moi, j'arrive pas à associer les deux, en fait. C'est compliqué. Après, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Hein. Je dis simplement que moi, à mon niveau, si demain je suis recruté parce que je m'appelle Abdelkader, c'est qu'à mon niveau. Hein. Alors, je vous dis aujourd'hui, j'ai 47 ans. Je peux me permettre de le dire. J'ai un boulot, j'ai tout. Si j'avais 20 ans et que j'étais dans la cité, qu'on me recrute parce que je m'appelle Abdelkader, ça se trouve, peut-être je serais content. Mais voilà, après, je vous dis ça avec. C'est toujours pareil. Il faut toujours regarder d'où on parle. Parce que c'est trop facile, sinon, voilà, avec ma situation, je peux me permettre de dire ça. Si à 20 ans, vous me dites, tiens, tu t'appelles Abdelkader, c'est toi qui es prioritaire pour prendre ce poste. Je vais y aller sans rechigner, c'est pas photo. Hein. Mais voilà, mais sur le principe, aujourd'hui en tout cas, à mon âge et avec mon expérience, ça me gêne. Mais c'est toujours pareil, j'ai pas la science, c'est juste mon avis. Et après, c'est vrai que c'est... La difficulté, encore une fois, c'est toujours de regarder ce qu'on fait pour les uns et pas les autres, et ça me gêne. Et quand on fait pas, quand on fait des discriminations, on crée un fossé entre parfois les personnes. C'est-à-dire que le jeune blanc qui lui va pas être blanc français sur plusieurs générations, qui va pas être pris parce qu'il s'appelle Patrick ou Gérard, et qui va voir Mohamed prendre un poste parce qu'il s'appelle Mohamed. Je peux comprendre sa frustration et je peux comprendre que parfois, après, peut-être, il puisse se dire attends, moi je suis un vrai Français et pas lui. Enfin, je caricature, je force le trait. Je vous dis concrètement ce que c'est voilà, sur le terrain, parfois. C'est un exemple, c'est vieux, c'était une voisine qui râlait parce qu'on donnait, la mairie employait des sous des pauvres gens ou des étrangers, enfin des cadets, voilà. Et puis il râlait, et puis cette dame qui râlait, un mois après, elle est embauchée par la mairie aussi. Elle lui dit, vous voyez, il n'y a pas qu'à faire. C'est sûr. Voilà. Après, la frustration fait parfois naître du ressentiment et c'est toujours la difficulté. Nous, un jour, à la mission locale, on a une dame qui a appelé et qui a dit il faut s'appeler Mohamed pour être aidé. Voilà. C'est souvent la question passe le directeur. Cette question-là, puisqu'il faut s'appeler pour avoir un logement social. C'est souvent comme ça. Exactement. Mais voilà, mais vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que parfois la frustration fait naître du ressentiment. Quand vous l'avez tous entendu, tel jeune. J'ai été boxeur, j'ai gagné un peu de sous grâce à la boxe, puis j'ai toujours travaillé, puis parfois un jour je me suis offert une Mercedes et ben voilà, donc après Mercedes, Abdelkader, Mercedes, drogue. Vous faites l'équation et vous trouvez tout de suite le truc.
Bon, ben voilà, c'est triste aussi, c'est triste parce qu'à un moment donné, je vous dis, la frustration, le ressentiment, ben voilà, ça fait naître des crispations et puis après des relents de racisme assez naturellement, et puis on va tomber vraiment après dans l'archaïque des préjugés qu'on peut rencontrer ici et là. Et c'est pour ça qu'on ne doit surtout pas tomber dans ce registre-là, et au contraire, toujours prendre de la hauteur et regarder les choses avec beaucoup de réflexion et pas analyser comme ça à chaud, ou pas, et pas se laisser aussi non plus, comment dire, influencer par les médias ou par... ça aussi c'est important. Et vous, avec, je ne sais pas, par l'intermédiaire des associations, vous n'avez pas la possibilité d'essayer de donner une information, par exemple, les immigrés, ils touchent 1500, bon, est-ce qu'il n'y a pas quelques organismes qui peuvent démentir ces choses, qui peuvent aligner les chiffres, dire, bon ben, la personne dans telle situation a droit à ça, à telle, et pas plus, quoi. En fait, c'est fait en fait. Mais le problème, c'est que vous savez, vous allez chercher, vous savez, quand vous allez sur les réseaux sociaux ou sur Internet, vous allez chercher toujours l'information que vous voulez voir. C'est-à-dire que si je tape sur en règle générale, quand on va rechercher toujours l'information qui va renforcer ses propres certitudes. Et on ne va pas aller chercher autre chose. Parce que sur les réseaux sociaux, vous l'avez, l'information. Mais l'information, tout le monde passe à côté parce qu'elle n'est pas intéressante. En revanche, si je vous mets 1500 € immigrés, là ça vous touche, là ça vous... voilà, c'est entre guillemets plus attractif. L'information, parfois, elle est attractive. Et vous savez, quand vous mettez à la télé des jeunes qui brûlent des voitures, c'est attractif. Vous mettez à la télé des jeunes qui font du théâtre, c'est toujours moins attractif. Le soir, ouais. Oui. Ça sert à rien de toujours un contre-exemple, et donc la seule chose c'est un peu qui sera contre-exemple de toute manière. Oui, de toute façon c'est simple. Quelle que soit l'information que vous voulez véhiculer, vous avez toujours des contre-exemples, et après vous êtes toujours attiré par l'information qui vous intéresse. Je pense qu'on va rester là, je crois. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre écoute. Et puis voilà, j'espère que voilà, vous serez des multiplicateurs pour faire en sorte que si on arrive à faire changer une ou deux personnes, bah, c'est déjà une grande victoire. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir continuer la discussion autour d'un verre et puis de petites choses à grignoter. Juste pour vous informer, vous avez un petit questionnaire de satisfaction de la soirée, puisqu'on est dans le cadre du Festival des Solidarités. Vous avez un livre d'or si vous voulez noter vos impressions de la soirée, et vous avez les livres d'Abdelkader qui sont à côté aussi si vous voulez jeter un œil. Voilà. Merci.